Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelques universités sont à nouveau bloquées au retour des vacances. Il y a de nouveau un appel à manifester. Est-ce que vous craignez que le mouvement redémarre ? Je crois d'abord que la réforme des retraites est désormais adoptée et que le mouvement qui aujourd'hui continue dans les universités est un mouvement qui est très limité et qui est, j'allais dire, ultra radical aujourd'hui. Et on sent bien que c'est plus tellement le sujet des retraites qui est au cœur de cette mobilisation, mais plutôt un sujet plus global, un sujet politique d'opposition au gouvernement. Comment vous expliquez que finalement les étudiants se sont quand même moins mobilisés proportionnellement que les lycéens contre cette réforme ? Je crois d'abord qu'il y a peut-être une prise de conscience que cette réforme est faite pour les jeunes et que quand on se rapproche du monde professionnel, les étudiants sont plus proches du monde professionnel que les lycéens, on se rend compte aussi que les choses sont plus compliquées que ça, que l'insertion professionnelle c'est plutôt une bonne chose et on est à l'université pour travailler, avoir un diplôme et trouver un emploi. Donc on se sent plus proche d'un salarié que d'un lycéen qui lui là aussi a plus de radicalité vis-à-vis de l'emploi. Mais je crois surtout que les universités avaient été très traumatisées par les 5 mois de blocage que nous avons connus en 2009. Au moment de la réforme et que notamment des universités qui avaient connu des blocages très lourds ne voulaient plus cela. Elles n'étaient pas forcément favorables à la réforme des retraites, mais en revanche elles étaient très hostiles au blocage. Et on le voit bien, des universités ont préféré fermer administrativement pendant une semaine pour calmer le jeu, plutôt que de confronter les anti-bloqueurs avec les bloqueurs. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un vrai vote à bulletin secret dans une université avec des vraies listes d'émargement d'étudiants, eh bien, c'était toujours des votes à 70% contre le blocage, à 75% contre le blocage. Il n'y a jamais eu, de la part des étudiants qui sont vraiment là pour étudier, pour avoir une bonne formation, pour avoir un diplôme et une insertion, de volonté de devoir bloquer leur fac. Aujourd'hui, vous avez tenu la première conférence de presse de l'AERF, l'Association des élus des régions de France. Quel est l'objectif de cette association ? Alors l'objectif de cette association, qui est donc présidée par Philippe Richert, le président UMP de la région Alsace, et qui accueillera en son sein l'ensemble des élus régionaux proches de la majorité présidentielle, l'objectif de cette association, c'est de dire la vérité. De dire la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui dans les régions de France. Ce que ne fait pas l'ARF, qui est l'Association des régions de France, qui historiquement regroupe l'ensemble des présidents de région. Oui, historiquement, vous avez une association des maires, une association des départements, une association des régions pluraliste qui accueille, quelles que soient les tendances politiques, en leur sein, les élus de ces régions et les présidents des régions et des départements et les maires. C'était plus le cas aujourd'hui ? Ça n'était plus le cas. Le constat a été fait par nous, par Philippe Richert qui en est membre, par Didier Robert, par Rodolphe Alexandre, les présidents des régions d'outre-mer proches de la majorité présidentielle. L'ARF aujourd'hui, 30 commissions, pas une présidente de commission à aucun des présidents de région de droite. Donc l'ARF était devenue une machine anti-gouvernementale de propagande pour des présidents socialistes de région. Donc nous dénonçons cela, nous dénonçons aussi les contre-vérités qu'elle propage. La première, c'est de dire que la réforme de la fiscalité locale, et notamment la taxe professionnelle, priverait les régions de ressources. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous venons de faire... Vous dites qu'il y a une cagnotte fiscale ? Bien sûr, dans les régions vont être les grandes gagnantes de la réforme de la taxe professionnelle. C'est ça la vérité. 1,2 milliard d'euros de crédits supplémentaires vont arriver dans toutes les régions de France dans les 4 prochaines années. Quand je dis 1,2 milliard, c'est les bénéfices de la réforme de la taxe professionnelle auxquels j'enlève la décision qu'a prise le gouvernement de geler les dotations aux régions. Le gel des dotations aux régions, évidemment, compte tenu de l'inflation, va leur occasionner une perte. Si j'enlève cette perte, des ressources nouvelles qu'elles vont avoir, c'est 1,2 milliard d'euros qu'elles ont pour mener une politique en faveur de l'emploi, une politique anti-crise, une politique d'investissement d'avenir. C'est ce que vous dites aujourd'hui aux présidents de région. Vous leur dites, utilisez cet argent, baissez les impôts ou utilisez l'argent pour l'emploi. Je leur dis que nous voulons un débat démocratique sur l'utilisation de cette cagnotte. Pourquoi nous ont-ils caché ce milliard? Pourquoi nous l'ont-ils caché? Tout simplement parce qu'ils veulent continuer une politique d'éparpillement, de saupoudrage. Nous avons des régions cigales
alors que nous avons un État fourmi. Nous avons un État qui essaye de désendetter la France. Or, la dette publique, je suis désolée, mais il n'y a pas la dette de l'État qui serait la dette publique, la dette des régions qui serait une autre dette. C'est la même dette. Si l'État se désendette, fait l'effort de ne pas renouveler un fonctionnaire sur 2 qui part en retraite, fait l'effort de baisser ses dépenses de fonctionnement, et que les régions font l'inverse, continuent d'augmenter leur recrutement, parfois jusqu'à 100% de recrutement, de hausse de recrutement en 6 ans. Si elles continuent à augmenter leur recrutement, si elles continuent à augmenter leurs dépenses de fonctionnement et donc à augmenter leurs dettes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, les régions elles votent des budgets équilibrés, mais elles augmentent la dette. Bon, eh bien la dette publique va augmenter. Et cette dette, c'est la dette de tous les Français. Et une dette publique qui augmente, c'est des taux d'intérêt qui montent, c'est moins d'investissement, c'est moins d'emplois à la fin, moins de croissance. Donc ce n'est pas une politique anti-crise. Donc tout ça, c'est des contre-vérités régionales. Juste une question de procédure. On peut être membre de l'AERF et rester membre de l'ARF, ou vous exigerez que les membres de votre association démissionnent de l'ARF? Alors au départ, nous n'avions aucun ostracisme. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'ARF refonctionne correctement, c'est-à-dire qu'elle soit à nouveau une entité pluraliste qui a vocation à représenter les régions dans leur diversité politique. Et d'ailleurs, j'ai entendu les Verts et les communistes se plaindre aussi de la mainmise socialiste sur l'ARF. Donc vous voyez, il n'y a pas que les élus de la majorité présidentielle qui s'estiment maltraités parce que politiquement minoritaires. Donc nous voulons que l'ARF refonctionne bien. Mais c'est vrai que nous voyons un appétit d'AERF, et notamment chez les élus de la majorité présidentielle. Et Philippe Richert a dit que tant que les conditions du pluralisme ne seraient pas rétablies à l'ARF, eh bien il siégerait comme président de l'AERF, il donnerait ses crédits à l'AERF. Alain Merlex était notre invité hier, il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Qu'en est-il exactement du rôle des régions, et notamment de la principale région, la région Île-de-France, en ce qui concerne leur participation financière, et celle de la région Île-de-France en particulier, au plan campus? Quelle est la part financière que vont prendre les régions à leur charge en complément de la mobilisation financière très forte de l'État? Alors c'est une très bonne question. L'opération Campus est une opération de 5 milliards d'euros d'investissement de l'État pour rénover complètement le visage de nos universités. Vous savez qu'on a 38% de locaux vétustes et qu'on n'a pas de logement pour les étudiants, qu'on n'a pas de lieu de vie, qu'on a des bibliothèques qui sont fermées le dimanche, qui ne sont pas dématérialisées, informatisées. Donc nous devons tout refaire. 5 milliards d'euros de l'État. Et les régions, leur participation est très inégale. Vous avez des régions exemplaires, l'Aquitaine, M. Rousset, qui donne, à chaque fois que l'État donne 1 euro, donne 1 euro. Et puis vous avez des régions, alors là, j'allais dire, qui sont complètement aux abonnés absents, l'Île-de-France et la ville de Paris, qui pour l'instant ne cofinancent absolument aucune opération dans le cadre de l'opération Campus et ne donne aucun euro supplémentaire par rapport au contrat de projet État-région qui ont été signés il y a 4 ans. Donc la région Île-de-France et la ville de Paris, nous attendons encore qu'elles se bougent pour ces investissements qui sont les investissements, je le rappelle, pour 40% de la recherche publique en Île-de-France et 25% des étudiants français en Île-de-France. Le secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand, était ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que Jean-François Copé peut me succéder à la tête de l'UMP? C'est possible. Alors, Jean-François Copé à la tête de l'UMP, c'est déjà fait? On a l'impression que c'est ce que laissait entendre Xavier Bertrand? En tout cas, je pense que ce serait un très bon choix. Je pense que ce serait un très bon choix parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que nous renouions avec l'audace Sarkozy 2007. Donc il faut que l'UMP soit extrêmement dynamique et qu'elle soit dirigée par un homme politique qui a les qualités pour être un homme d'équipe et pour dynamiser le parti dans la perspective des présidentielles. Aujourd'hui, Nadine Morano a dit qu'elle aussi pourrait être candidate. Ça pourrait être aussi un bon choix, ou alors... Je crois que Nadine est une militante exceptionnelle. Elle aime le militer, elle aime les partis politiques, elle s'y consacre beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'abord d'un chef d'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, Jean-François Copé a acquis une dimension de chef d'équipe et qu'il pourra faire un vrai chef d'équipe. Dans son dernier livre, De l'esprit de cour, Dominique de Villepin écrit ceci. Nicolas Sarkozy a fait prospérer une cour invraisemblable de perroquets apeurés, distillant en boucle les mêmes éléments de langage, de flatteurs impénitents, de roseaux plus penchés que pensants, qui ne vivent qu'à travers le regard du prince. C'est aussi l'impression que vous avez?
Oh, je crois que c'est une caricature. Je crois que c'est une caricature. Moi, ce livre, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. J'en ai lu les bonnes feuilles, comme on dit dans les journaux. Et je trouve qu'il n'apporte rien au débat aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi le débat? Aujourd'hui, le débat, c'est nous sommes en pleine crise. C'est quoi la politique pour sortir de la crise? Vous savez qu'aujourd'hui, nous débattions sur l'éducation à l'UMP. À l'UMP, fort du bilan que nous avons dans ce domaine en matière, par exemple, d'autonomie des universités. On a proposé l'autonomie pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Bon, plus d'autonomie, plus de culture de résultats, plus de pédagogie. Donc on est dans la proposition, on est dans l'élaboration de solutions. La systématique de Dominique de Villepin n'est pas utile. Non, et puis je crois que c'est un peu l'écume des choses. C'est un peu, voilà, vous savez, comme dans un tableau, c'est un peu voilà, des éléments de paysage, de contexte. Je crois que ça n'apporte rien aujourd'hui dans le débat politique. Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est possible entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy après ce qui est écrit? Écoutez, moi, je suis toujours malheureuse quand je vois une famille politique où, en réalité, on partage un certain nombre de valeurs qui se déchirent. Et je pense qu'aujourd'hui, Dominique de Villepin serait beaucoup plus utile à apporter des idées pour la France et pour les Français. Aujourd'hui, les Français, ils sont dans une situation compliquée, le chômage est élevé, ils veulent de l'emploi, ils veulent qu'on se mobilise tous. Et je pense que Dominique aurait beaucoup d'énergie à apporter aux solutions, beaucoup plus que à ces petits tableaux un peu impressionniste. Valérie Pécresse, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.